on tient compte du contexte politique et historique des œuvres pour arriver à parler des auteurs. Oui, alors ce qui est embarrassant dans le cas d'Héraclite, puisque tout est aggravé, y compris du côté de l'histoire, c'est qu'il est citoyen d'Éphèse et qu'on sait très très peu de choses sur la situation d'Éphèse à l'époque. Il semblerait que du vivant d'Héraclite, la cité soit passée d'un régime aristocratique à la faveur d'un renversement, un régime démocratique. Il semblerait encore qu'Héraclite, qui était de sang royal et qui appartenait aux familles régnantes, ait mal vécu l'instauration de la démocratie, ce qui le place dans le camp de ses adversaires, et c'est ce dont témoignent quelques fragments. On peut se fier à Diogène Laërce, vous croyez, pour connaître quelques éléments de la vie d'Héraclite ou non? Qu'est-ce qu'il dit d'ailleurs là, dans ce texte que vous citez, que vous avez repris? Il évoque assez longuement l'épisode de la mort d'Héraclite. Je vous en lis la fin peut-être. Il commence donc par 4 vers qu'il a consacrés à cette vie, écrivant: souvent je me suis étonné de la manière dont Héraclite avait pu mourir, et combien la vie fut pour lui une épuisante épreuve, car une pénible maladie arrosa d'eau son corps, éteignit la lumière de ses yeux et y conduisit l'ombre. Pour sa part, Hermippe nous dit qu'il demanda au médecin si l'on pouvait chasser cette eau en pressant ses intestins. Sur leur avis négatif, il alla s'exposer en plein soleil et ordonna aux enfants de le couvrir de bouse. Épuisé par ce remède, il mourut le lendemain et fut enterré sur la place publique. Et un peu plus loin, Diogène rapporte un autre témoignage. Il s'agit des chiens, donc cette fois, Léonte de Cyzique, de son côté, déclare qu'il ne put se défaire de cette bouse qui le couvrait, qu'il resta assis sur place, et que comme cette transformation ne permettait pas de le reconnaître, il fut mangé par les chiens. Avec Diogène, ce qui le rend indispensable, c'est qu'il est unique en son genre, Diogène. Oui. Et donc on est obligé de se fier à lui. Et en même temps, on voit bien comment, là, dans ce que je viens de mentionner, tout le récit de la vie du philosophe est fait et produit à partir de témoignages doctrinaux, puisque Héraclite, c'est celui qui, par ailleurs, explique que l'âme souffre de maladie, voire meurt lorsqu'elle est trop humide et qu'il faut la sécher. C'est ce qu'on retrouve donc dans l'épisode de sa mort, qui est construit, semble-t-il, à partir des fragments. Oui, bien sûr. Le nom de l'arc est vie, mais son œuvre est la mort. C'est une conception de la vie selon Héraclite? Moi, je l'ai lu plutôt ce fragment comme un exemple privilégié de sa théorie de la contrariété. Il est fameux pour ça. Oui. C'est celui qui dit que toute chose est à la fois son contraire. Oui, on va y venir. Porté sur le terrain de l'éthique, il dit en effet que la vie est à la fois elle-même et la mort. Et l'arc, ça veut dire qu'il y a une tension de la vie? Oui, et qu'il y a une violence aussi sans doute de l'existence, et que celle-ci ne doit pas être gommée. Donc cet Héraclite d'Éphèse, d'origine aristocratique, qui meurt piteusement en tentant de se soigner, dit-on, c'est aussi le plus solitaire des philosophes, Jean-François Prado, hein? Oui, c'est ce que dit sa légende, c'est ce que dit aussi Diogène Laërce lorsqu'il présente la vie et la doctrine d'Héraclite dans son Vie et opinion des philosophes illustres. Il place Héraclite dans un livre où il regroupe l'ensemble de ceux qu'il appelle les isolés, qui sont isolés à la fois du fait de leur doctrine, mais surtout parce que c'est comme ça qu'on reconstituait, si l'on peut dire, l'histoire de la philosophie à l'époque, qui est isolé parce qu'il n'entre pas dans une lignée scolaire ou dans une lignée doctrinale. C'est quelqu'un qui répète tous les témoignages de l'envie, n'a pas eu de maître, et qui n'aura pas de disciple. Il est seul. On l'appelle aussi l'obscur, l'énigmatique. Voilà, c'est ce que dit... Tout ça, ça le rend sympathique, je trouve. C'est ce qui l'a rendu en tout cas obscur, et ce qui l'a rendu difficile à manipuler par ses lecteurs anciens. Socrate disait en effet qu'il fallait être comme un plongeur de Délos, capable d'aller en eau profonde. Alors, dans les philosophes à l'encan de Lucien de Samosate dont nous avons parlé ici, on voit d'un côté Démocrite, de l'autre côté Héraclite. Les affaires humaines et le vide et les atomes, etc., du côté de Démocrite, et puis Héraclite qui pleure et qui se lamente du vide de l'univers. Oui, c'est ça. Alors ce qui est amusant, c'est que dans cette pièce de Lucien, un marchand d'esclaves vend des denrées
assez extraordinaire. Il s'agit des philosophes qui viennent eux-mêmes faire de la publicité pour la marchandise qu'ils sont, donc faire vanter les mérites de leur doctrine. Et on fait un lot de Démocrite et d'Héraclite, donc l'homme qui rit et l'homme qui pleure. Démocrite disant que de toute façon tout est hasard et qu'il vaut mieux en rire. Et Héraclite vient sur l'estrade pour se vendre en déplorant la vanité des affaires humaines, le sort funeste de l'existence humaine. Il est celui qui pleure et qui méprise même l'acheteur qui s'intéresse à sa doctrine, ce dernier lui disant finalement, bon ben, puisque tu nous méprises, tu resteras invendu. Si j'ai bonne mémoire, il y a quelques philosophes qui étaient invendables là, hein, on arrive bien. Mais les deux pires sont précisément ceux qui forment ce couple, Démocrite et Héraclite. Alors, pourquoi est-ce que ce sont des petites formules énigmatiques? C'est un recueil de sentences, Héraclite, c'est séduisant pour ça, parce que on est dans ce siècle un peu d'aphorismes, de petites sentences, de petites phrases à méditer, greli-grelot. Ouais. C'est ça qui fait, c'est incontestablement ça qui fait le succès de cette écriture fragmentaire, qui fait le succès contemporain d'Héraclite. Ce qui est étrange, c'est que ce que vous venez de mentionner, les petites formules énigmatiques, c'est quelque chose qu'on trouve sous la plume de Platon et qui peut nous faire croire que déjà à l'époque, sous sa forme prétendument originale, il y avait dans le texte héraclitéen quelque chose comme des petites formules oraculaires ou des énigmes, et que ça relevait donc d'un choix rhétorique et d'écriture très particulier qu'avait adopté Héraclite. Il fallait que le texte lui-même, que la signification du texte soit l'objet d'un étonnement, de doute, d'une réflexion. On lui disait, tu parles comme un oracle ? Oui, et il semble bien qu'il ait voulu justement s'approprier la fonction oraculaire et transformer le philosophe en un oracle. Il invite à la réflexion en posant ces petites questions-là, énigmatiques, ou non, à votre avis, Jean-François Prado, vous qui le pratiquez beaucoup? Oh là, oui, non, en disant des choses qui peuvent paraître contradictoires, en adoptant une posture qui nous est peut-être familière, parce que c'est celle que le Socrate de Platon va assumer à son tour, en adoptant la posture donc de celui qui dit des choses inattendues, qui dit des choses qui paraissent contradictoires aux opinions les plus reçues, qui peut dire donc que la vie est aussi bien la mort, ou que toute chose est son contraire. C'est vraiment vain de tenter de reconstituer un ouvrage d'Héraclite, par exemple, sur la nature? Il y a des philologues compétents et savants qui s'y attellent régulièrement. Jusqu'à présent, les entreprises ont échoué. Non, ça paraît impossible pour cette bonne et triste raison qu'il n'y a pas de texte d'Héraclite et que tout ce qu'on lit de lui, ce ne sont que des citations qui ont été faites quelquefois 8 siècles après les dates prétendues qui furent celles de son existence. Jean-François Prado, on lisait Héraclite et on discutait de son vivant comme après sa mort. Alors, les gens qui en ont parlé, Platon, Aristote, les stoïciens, les auteurs chrétiens, pour Platon, il y a une influence d'Héraclite, de Pythagore et de Socrate. C'est du moins ce que dit Aristote. Oui, c'est ce qu'il dit. C'est toujours quelqu'un qui dit que l'autre a dit que... Voilà. Alors, Héraclite, qu'est-ce qu'il a donné à Platon? Il lui a donné une question en forme... On parlait tout à l'heure des énigmes, une question en forme de provocation. Il lui a donné ce qu'on pourrait peut-être qualifier de problème philosophique. Il lui a donné, en l'espèce d'un constat, celui que toutes les choses changent, que nous-mêmes nous changeons, que toutes choses ne sont jamais identiques à elles-mêmes. Un vrai problème qui était celui de la connaissance. Comment fait-on pour connaître? Peut-on connaître? Et comment fait-on pour connaître, pour construire une science de choses qui sont changeantes?
Connaissance une définition du sensible comme changement absolu et perpétuel, voilà. Dans ce dont va témoigner la définition de la réalité, selon Platon, c'est-à-dire comment cerner une réalité effectivement soumise au devenir, donc qui empêche la connaissance. Alors comment est-ce que Platon va expliquer ce sensible en devenir ? En reprenant d'une certaine manière le constat d'Héraclite, en disant oui, en effet, les choses sensibles, les phénomènes, ce que nous voyons autour de nous, ce que nous percevons au moyen de nos sens, sensibles pour cette raison, sont des choses changeantes et dépourvues de permanence. La solution de ce problème, qu'on peut dire héraclitéen chez Platon, consiste à poser qu'il y a des réalités qui ne sont pas sensibles et que ces réalités donnent leur existence ou une certaine forme de permanence aux choses sensibles au moyen d'une hypothèse qui est étrange et qui est spécifiquement platonicienne et qui est celle de la participation. Alors, hypothèse évidemment qui n'est pas héraclitéenne, mais le problème tel qu'il avait été posé par Héraclite, de toute évidence, Platon veut se l'approprier. Et donc il salue en Héraclite un précurseur, philosophe. Réalité sensible qui participe donc à la réalité intelligible. Voilà. Et Aristote va lui faire un sort. C'est tout le contraire. Alors chez Aristote, Héraclite est ce qu'on peut concevoir de pire en matière de philosophie, mais aussi bien de logique et aussi bien finalement d'éthique. Alors ce qui est étrange et à la fois amusant et fascinant, c'est qu'il est salué comme un précurseur chez Platon et il est décrié comme un imposteur chez Aristote, qui tient donc l'hypothèse que toute chose serait en mouvement est une hypothèse absurde, parce qu'elle interdit, selon Aristote, qu'on construise une science, qu'il y ait une connaissance de ces choses en mouvement. Oui. Et puis Aristote décrit aussi par ailleurs l'hypothèse imputée à Héraclite que toute chose serait à la fois leur contraire. Voilà, il lui fait deux grands reproches en fait, cette idée de non-contradiction qui empêche la science dans le fond d'avoir un discours rationnel et savant, et puis cette hypothèse selon laquelle tout se meut éternellement. Il dit que dans le fond il confond deux catégories, celle du changement et celle du mouvement. Le mouvement, voilà. Ce qu'il reproche à Héraclite, mais qu'il reproche à tous les prédécesseurs de Platon et à Platon aussi bien, c'est de ne pas avoir su distinguer entre les différentes espèces de mouvement et de changement. Et il dit, c'est une erreur qu'ont commise tous mes prédécesseurs, mais l'un plus que tous les autres, celui qui a soutenu que tout était mouvant et changeant, et c'est Héraclite. En fait, Aristote, il enfonce Platon, là, en se servant d'Héraclite. Voilà, et c'est là qu'on comprend qu'Héraclite est un prête-nom ou un prétexte, et que en passer par lui, c'est pouvoir viser, pour Aristote, son maître, à savoir Platon, comme ce sera une manière, en fait, pour les stoïciens à la même époque ou un peu plus tard, de passer outre justement Platon ou Aristote pour essayer de donner une justification, une origine à leur propre doctrine. Et de nouveau, porté au nu par les stoïciens. Oui, il se trouve de nouveau consacré comme le premier qui a bien dit ce que les stoïciens pensaient, c'est-à-dire que, notamment, que le monde provenait du feu et qu'il y avait un principe rationnel à l'œuvre dans le monde, le logos. Un tout rationnel et ordonné en dépit des changements, ce que les stoïciens voulaient absolument. Et les chrétiens, qu'est-ce qu'ils vont en faire de cet Héraclite ? Ils vont en faire, déjà eux-mêmes héritent de la tradition stoïcienne, donc ils héritent de la consécration d'Héraclite, qui avait été prononcée par les stoïciens avant eux, et ils vont en faire une sorte de représentant très oraculaire de la pensée grecque, du savoir ancien. Alors comment est-ce qu'on peut la définir, Jean-François Prado, cette philosophie héraclitéenne à travers les fragments et malgré les conflits des interprétations? Il y a le mobilisme universel, dire que toutes les choses s'écoulent toujours, où le changement est toujours, où tout est toujours en mouvement et rien ne demeure, voilà. Il y a la contrariété dans le monde qui est observée, mais qui dissimule une harmonie réelle. C'est comme ça qu'on peut concevoir l'univers héraclitéen ? Oui, et ces choses-là paraissent difficilement s'accorder. Toute la gageure d'une interprétation d'Héraclite, enfin si on l'envisage au singulier, c'est d'essayer précisément de les accorder. Il semblerait qu'Héraclite ait pu dire à la fois que les choses étaient aussi bien leur contraire, que toute chose était en mouvement, mais d'avoir voulu maintenir, et c'est cette exigence qui caractériserait en propre sa doctrine,
d'avoir voulu maintenir que, en dépit de ce changement, le monde était bien unique et qu'il était bien ordonné. Alors ça suppose, ce que montrent certains textes, que le changement ne soit jamais conçu, que dans certaines limites, ça suppose que, en effet, le fleuve change tous les jours, mais qu'il reste un fleuve, et que entre deux contraires, une chose conservait une forme d'unité. Une route qui monte, c'est aussi une route qui descend. Voilà, mais c'est bien la même route. C'est la même route. La boue, elle est évitée par les hommes, mais recherchée par les porcs, les exemples qu'il prend. Voilà, ce qui semblerait dire cette fois que, à la manière d'une philosophie du rapport, comme les contemporains essaient parfois d'en concevoir, ce qui semblerait dire parfois que finalement c'est uniquement en se rapportant à autre chose qu'elle-même, qu'une nature quelconque, celle du porc, celle de l'homme, se réalise. Il y a toujours une relativité des jugements. Et vous dites qu'il y a quatre traits communs dans le fond. On se rapporte toujours à un objet quelconque selon ce qu'on est. La relativité des jugements, toujours à l'aspect d'une opposition des contraires. Ce sont aussi bien les sujets ou les agents qui changent, pas seulement les objets. Et puis les adages relativistes prennent toujours la vie humaine pour objet. Oui, c'est pour ça que je parlais de philosophie du rapport. C'est pour dire que l'eau salée, elle est l'élément où vivent les poissons, dit Héraclite, mais celui où un homme mourrait. Et c'est donc selon le rapport que le poisson ou l'homme entretient avec l'eau qu'il peut vivre ou non vivre, et du coup se définir. Pour ce qui est de la présence de l'être humain dans les fragments, c'est vrai, là aussi c'est une caractéristique du texte conservé par les citations que de mettre l'homme au premier plan, et d'insister tout particulièrement sur la manière dont il se rapporte au monde à travers sa connaissance, la connaissance qu'il peut en avoir. Et ce que Héraclite de nouveau appelle le logos, la raison. Donc cette idée que l'on répète tout le temps à propos d'Héraclite, c'est-à-dire que on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, etc. Cela veut dire qu'il y a quand même, comme vous l'expliquez, de l'unité. C'est-à-dire que le fleuve diffère de lui-même sans pouvoir devenir autre chose que lui-même. Voilà la traduction. Et le fait qu'il semble suggérer aussi que moi qui suis un promeneur ou un baigneur, je ne retrouverai pas le même fleuve que j'ai traversé ou dans lequel je me suis baigné hier demain, mais que ce fleuve sera toujours un fleuve et que moi je serai toujours le baigneur ou le promeneur, et que c'est dans le rapport répété entre ce changement que je suis et le changement qu'il est que nous nous constituons peut-être mutuellement, lui comme un fleuve et moi comme un homme, en dépit de nos changements permanents. Les contraires, ce sont des seuils, dans le fond, qui définissent un intervalle de changement. Oui, plutôt que ce que semble suggérer le procès en contradiction et le procès en non-respect du principe de contradiction qu'Aristote a voulu infliger à Héraclite. Il semblerait bien que lorsqu'Héraclite dit qu'un jour c'est à la fois la nuit et le jour, il semble concevoir ces deux contraires comme des limites d'un intervalle de changement possible. Et dès que le changement excède ces limites, il y a de la corruption. Oui, et la chose perd sa nature. Si le fleuve sort des limites de son lit ou de ce qui fait qu'il est un fleuve, à ce moment-là, il se transforme en autre chose. Jean-François Prado, alors le feu pour principe. Pour Thalès, c'était l'eau, le principe premier. Anaximène, c'était l'air. Anaximandre, c'était l'air. Héraclite, c'est le feu. Il en restait un sur les quatre. Oui, c'est le feu. C'est à la fois l'élément à partir duquel toutes choses sont constituées, et c'est aussi l'élément actif. Premièrement actif dans l'univers, il est le moteur de la transformation de toute chose. Alors les choses, pour évoluer, pour qu'il y ait cette transformation cyclique des éléments, il faut de l'embrasement ou du refroidissement. Exactement.
Donc, et tout cela suit des cycles réguliers qui font la régularité de l'ordre cosmique. Le feu embrase, et lorsqu'il abandonne ce dans quoi il se trouvait, les choses se refroidissent, et ainsi de suite éternellement. Alors, vous faites remarquer qu'il a essayé, Héraclite, de concilier en fond deux hypothèses. Tout se meut et change, et il existe un monde, ordonné et soumis à une loi comme à une mesure. Il a essayé de réconcilier ces contraires. Voilà, il semble avoir conçu le changement perpétuel de toute chose dans les limites et au gré de la régularité des transformations du feu. Donc il y a des cycles cosmiques qui enveloppent et qui font se répéter le changement perpétuel de toute chose et la succession des contraires. Et ce qu'il appelle le logos, qui peut être parole, discours, raison, explication, mesure, proportion, principe, cause, loi, c'est la possibilité de connaître. Ce qu'il appelle lui Héraclite le logos, la possibilité pour l'homme de connaître comment les choses sont harmonieuses. Et c'est le sens qui m'a paru possible de donner à l'usage qui fait du terme, qui est un usage à la fois abondant, parce qu'on le trouve dans bon nombre de fragments, et en même temps très compliqué, précisément parce que ce mot de logos en grec veut dire beaucoup de choses. Et puis les lecteurs anciens, postérieurs d'Héraclite, lui ont donné des sens là aussi différents. Donc c'est vraiment un des points difficiles du corpus fragmentaire d'Héraclite. Oui, et pour dire les choses de façon très générale, oui, il y a un usage du logos qui laisserait entendre que le monde, l'ensemble du monde, obéit à un ordre rationnel. Et puis il y a aussi un usage qu'on pourrait dire personnel ou subjectif du logos, qui veut que notre raison, notre logos, nous permette de comprendre ce qu'est la rationalité de l'univers, précisément les cycles de transformation élémentaire. Est-ce qu'on peut assimiler le feu premier, le principe premier, parce que le logos n'est pas un dieu, mais le feu, est-ce qu'on peut l'assimiler à un dieu agissant chez Héraclite? Il a un statut divin, il paraît difficile d'en faire un dieu. En revanche, ce qu'on voit chez Héraclite, et qui prendra une forme plus aboutie chez Platon, c'est une contestation de la religion polythéiste traditionnelle et populaire, au motif qu'elle est excessivement anthropomorphe et qu'elle donne une représentation fausse des dieux. Une contestation de la religion populaire au profit d'une divinisation du monde. Ce qu'on peut nommer Dieu, c'est ce qui ordonne et mesure une diversité changeante. C'est-à-dire, en fait, rien d'autre que l'ordre du monde. Ce qu'il y a de plus divin, c'est ce qu'il y a de plus parfait. Ce qu'il y a de plus parfait, c'est l'ordre du monde, qu'il nous est donné de connaître au moyen de la raison. Et il va railler les religions à mystère, les rites funéraires, les prières, les offrandes. Oui, tout y passe, tous les cultes, tous les rites grecs de l'époque, toutes les pratiques cultuelles, mais aussi donc toute la représentation traditionnelle des dieux, c'est-à-dire aussi bien, c'est l'une de ses cibles, Homère, comme le fera du reste Platon à sa suite. Les cultes entretiennent la nullité dans laquelle se complaisent les hommes. Oui, précisément parce que les cultes leur donnent l'illusion d'un pouvoir sur le monde ou l'illusion d'un pouvoir sur la divinité. Mais à partir de là, comment on va conduire son existence? Alors Jean-François Prado, l'âme, qu'est-ce que c'est? Puisque l'âme, alors, elle devient matérielle. Elle est sèche ou humide? Oui, voilà. Elle est humide lorsqu'elle est malade et elle est sèche lorsqu'elle est en bonne santé. Eh bien, on ordonne son existence en la rapportant précisément à l'ordre du monde et à la régularité des cycles cosmiques. Et comme les choses sont bien faites, on ordonne son âme et sa conduite au moyen de la raison. Et la raison, elle nous est donnée dans le monde comme un spectacle et comme un modèle. Et quelquefois, cette âme, elle est comparée à une araignée. Oui, parce qu'elle a une aptitude, alors le texte est incertain, il est peut-être apocryphe, mais parce qu'elle a une aptitude à s'étendre dans l'ensemble du corps et à en percevoir tous les mouvements comme l'araignée au centre de sa toile. L'âme, c'est le pendant du logos. C'est ce qui peut exercer le logos, c'est-à-dire ce qui peut exercer une connaissance rationnelle. Alors quel va être notre comportement avec cette conception-là du monde, de ce feu, de ce logos, de ces éléments cycliques? Ce que disent les fragments, c'est que le salut, si l'on peut dire, la sauvegarde de l'existence humaine doit reposer sur une intelligence de l'ordre du monde. Et que le grand danger ou le grand risque et le grand malheur de l'humanité, c'est lorsque, au contraire, on choisit de s'en remettre aux opinions particulières, ou à ce que Héraclite appelle les pensées privées.
et qui sont le contraire précisément d'une intelligence de la rationalité du monde. Est-ce qu'il est important de se chercher, de se connaître soi-même pour Héraclite, c'est-à-dire de reconnaître qu'on appartient dans le fond au grand processus de transformation, processus cosmique? Oui, avec cette particularité, mais qui occupera beaucoup les philosophes anciens, que la recherche de « je me suis cherché moi-même », a écrit Héraclite, que la recherche de soi doit toujours conduire d'une manière ou d'une autre à une forme de dépossession, au profit donc de la reconnaissance de ce que nous ne sommes qu'une partie de l'univers, de ce que notre raison n'est qu'une partie d'une rationalité cosmique. Et comment on va avoir un projet politique là-dedans? Là, on en revient au statut anti-démocratique, au statut aristocratique du citoyen d'Éphèse que fut Héraclite. Il est l'auteur de bon nombre de fragments qui font l'apologie de la vie d'exception, de la vie héroïque aux dépens de la vie de la multitude et de la foule, en se conduisant bien soi-même d'abord, semble dire Héraclite. Est-ce que les lois de la cité doivent suivre les lois, dans le fond, du monde? Oui. Et là, c'est la première fois, c'est saisissant d'ailleurs, c'est la première fois qu'on voit apparaître en philosophie quelque chose qui ressemble à un projet cosmopolitique, que là encore, les philosophes dès Platon popularisons, c'est-à-dire l'hypothèse que la cité, les affaires humaines ne peuvent pas trouver en elles-mêmes le principe de leur excellence, mais qu'elles doivent s'ordonner au monde, qui est précisément une communauté bien ordonnée, parfaitement ordonnée, et qu'on va trouver donc dans l'imitation du monde, ou dans le rapport au monde, les conditions d'excellence de la cité. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous a passionné, vous, Jean-François Prado, platonicien chez Héraclite? Précisément d'abord le fait d'être platonicien, c'est-à-dire, on évoquait ça tout à l'heure, la question de savoir où Platon avait pu trouver chez ses prédécesseurs ce dont il allait faire la spécificité de sa philosophie, la question du changement, et puis aussi ce qu'on vient d'évoquer là maintenant, c'est-à-dire cette injonction très forte qu'on trouve dans les fragments d'Héraclite en faveur d'une imitation du monde, et puis la manière dont il part de la pensée. Et la manière dont ils disent que la pensée est une chose à la fois extrêmement importante et extrêmement fragile. Est-ce que vous voulez bien, pour terminer, Jean-François Prado, nous lire un fragment que vous aimez, vous avez choisi, qu'on entende par votre bouche la voix d'Héraclite? Alors peut-être un fragment qui est important, parce qu'il c'est un des plus longs, c'est le plus long du reste, il est donné par Sextus Empiricus, auteur sceptique, et il contiendrait la première phrase du traité d'Héraclite. « Ainsi l'homme mentionné plus haut, affirme-t-il au début de son traité sur la nature, de cette explication qui existe toujours, les hommes demeurent ignorants, à la fois avant de l'avoir entendu et après l'avoir entendu pour la première fois. Car bien que toute chose se produise conformément à cette explication, ils sont comme des gens dépourvus d'expérience, même lorsqu'ils s'essaient à des gestes ou à des paroles tels que moi je les rapporte, lorsque je définis chaque chose selon la nature et dis comment elle est. Mais le reste des hommes échoue à comprendre ce qu'ils font éveillés, tout comme ils oublient ce qu'ils font durant leur sommeil. » On voit à la fois donc que le monde est accessible à la connaissance, qu'il est rationnellement ordonné, mais que chacun, tous, préfèrent vivre comme ensommeillés. Merci beaucoup Jean-François Prado. À lire Héraclite, fragment traduit et présenté par